Drogue, aide et référence. Paola ne sait plus quoi faire. Ça fait des mois qu'elle observe son frère s'éloigner. Au début, elle croyait que c'était passager, une rupture, un changement de travail, un peu de stress. Puis elle a remarqué qu'il annulait souvent à la dernière minute, qu'il avait les traits tirés, les yeux rougis, la parole moins claire. Et des excuses, toujours bonnes, toujours prêtes. Elle n'est pas sûre de ce qu'il vit, mais elle sent que ça ne tourne pas rond. Elle en a parlé une fois, il s'est braqué. Je contrôle, qu'il a dit. Depuis, elle n'ose plus. Elle ne veut pas le blesser, ni briser le lien. Alors elle fait semblant de ne rien voir, mais elle n'arrête pas d'y penser. Elle cherche en ligne, elle lit, elle compare, elle doute. Elle veut aider, elle veut bien faire. Elle voudrait aussi que ça redevienne simple. Paola aimerait juste savoir quoi faire. Vous écoutez Précontemplation, un balado présenté par Drogue et des références. Épisode 3, Main dans la main. Ce qui est particulier avec les membres de l'entourage, c'est autant l'amour qu'ils ont pour leurs proches, il est énorme, autant la crainte qu'ils ont et le risque et le danger qu'ils puissent mal aller, elle est importante. Zineb, intervenante chez Drogue et des références. Et souvent, ces émotions vont venir justement teinter la communication. Ça va souvent ramener à des conflits. On va sentir là que l'intensité, elle est importante. Et là, il va y avoir un bris de communication. Et quand ils vont nous appeler sur les lignes, justement, ça va être souvent pour demander comment j'aborde le sujet. C'est délicat, je veux pas qu'il se referme. En même temps, j'ai pas envie de banaliser le problème. J'ai ce besoin d'en parler aussi pour moi, pour me sentir à l'aise avec la situation. Mon proche n'est peut-être pas prêt non plus. Donc, je dirais, c'est du cas par cas. Et quand ils vont nous appeler sur les lignes, on va vraiment évaluer le besoin de la personne. Parce que des fois, on a envie d'en parler, mais est-ce que ça veut dire qu'on est rendu à l'étape d'en parler? Des fois, peut-être que la première étape, ça va être juste de se recentrer sur soi et de prendre soin de soi avant de pouvoir entamer la communication pour que justement cette communication-là se passe bien. Ça va être aussi beaucoup de questionner, mais c'est quoi l'intention derrière? Est-ce que je questionne parce que je suis curieux? Est-ce que je questionne parce que j'ai envie de reprendre le contrôle sur la situation? Ou est-ce que je questionne parce qu'il y a des enjeux que j'ai envie d'aborder? Est-ce que je veux apporter de la prévention? Est-ce que je veux apporter de la sécurité? Est-ce que je veux apporter une amélioration dans la relation que j'ai avec mon proche? Donc, en fonction de ce que la personne va rechercher, on va adapter le discours. Puis, on va plutôt prôner des idées générales, par exemple. Ça va être, est-ce que je vais, par exemple, interdire complètement? Ben là, on va essayer de regarder c'est quoi le niveau de tolérance du membre de l'entourage. Est-ce que, par exemple, je serais prête à accepter de ne pas parler de consommation, mais je vais plutôt parler des conséquences que je vis au quotidien, plutôt que de dire, ah ben là, je sais que tu consommes, et puis il va falloir qu'on aille tout de suite chercher de l'aide. On va plutôt sensibiliser sur le fait que même si on sait, on va plutôt s'attarder sur la souffrance, puis on va aller plutôt questionner, je remarque en tout cas que tu es différent, je remarque que tu as une souffrance et j'aimerais vraiment prendre le temps d'en parler avec toi, je me sens inquiète par rapport au changement qu'il y a, plutôt que de se concentrer vraiment sur la consommation, parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'on va parler de consommation et tout de suite la personne va vouloir protéger sa consommation. On n'oublie pas que le rôle de la consommation va être comme une béquille. Et donc, si une personne, on ne sait pas pourquoi elle a cette béquille, peut-être qu'elle a une blessure à la jambe, peut-être qu'elle l'utilise par crainte de tomber, mais si on vient tout de suite pointer la béquille, donc de dire, ah ben là, la consommation, ça se peut que la personne, elle y tient à cette béquille et c'est pas maintenant qu'elle va être prête à s'en départir. Par contre, si on voit que cette béquille commence à être problématique et donc de dire, je vois que là, l'utilisation de la béquille, j'observe plutôt que c'est contraignant. Donc, tu vas peut-être
peut-être avoir du mal à monter l'escalier ou des choses comme ça. Peut-être tu feras pas des activités sociales. Et on va plus se concentrer sur les répercussions ou les conséquences, surtout qui sont observables, qui sont quantifiables, pour justement apporter un soutien, pour apporter un discours qui va être constructif et pour aider le membre de l'entourage à se dire tu sais quoi, je reprends du contrôle sur la situation parce que c'est facile pour moi, par exemple, de dire combien de fois il est venu à la maison ou combien de fois on a eu du temps de qualité, plutôt que combien de fois il s'est absenté, combien de fois je l'ai vu dans un état second. Et on travaille vraiment en profondeur. Après, c'est sûr qu'en fonction du besoin, en fonction d'où le membre de l'entourage il est arrivé dans son processus ou dans son cheminement, on va s'adapter surtout. Ça se peut que des fois, c'est juste une introduction de dire comment est-ce que j'ouvre la discussion, ou des fois, on va arriver, c'est la 20e discussion et ça tourne en rond. Donc, comment on fait pour débloquer cette situation-là? Pour un membre de l'entourage, ce qui va être difficile, souvent, ça va être des symptômes anxio-dépressifs qui vont apparaître parce que les crises vont être prolongées, parce que c'est des situations qui sont récurrentes et ça fait en sorte que leur système, il est complètement usé, ils sont épuisés. Ajoute à ça les charges quotidiennes comme le travail, leur propre routine. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on a une capacité limitée. On ne pourra pas être dans tous les fronts en même temps. Puis pour les personnes membres de l'entourage, souvent, ils vont avoir cette responsabilité qui leur est donnée d'aider le proche parce qu'il est en difficulté. Donc, autant dans les rendez-vous, autant dans la prise de décision si jamais la personne elle a des capacités affaiblies. Et ça crée un stress supplémentaire. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont dans cette situation-là parce que ça arrive souvent de façon très délicate, très doucement, ça s'accentue avec le temps et ça devient difficile pour eux. Surtout qu'on est dans un contexte social où est-ce que les membres de l'entourage vont vivre beaucoup de stigmatisation, que ce soit sociale ou personnelle, qui fait qu'ils vont prendre sur leurs épaules, malgré l'incapacité, pour quand même répondre à cette obligation de se dire j'ai besoin de l'aider, donc il va falloir que je l'aide, je vais mettre mes besoins de côté et puis tant pis pour les conséquences que je peux avoir. Sauf que quand on va observer après les premiers signes de fatigue, je suis plus capable de me présenter au travail, j'ai des absences, j'ai des douleurs physiques, je suis tout le temps malade, là tranquillement, quand ils vont nous appeler sur les lignes, on va essayer de les sensibiliser sur l'importance de prendre soin d'eux dans ces situations-là. Puis ça va être souvent les premiers signes qu'on va observer pour le membre de l'entourage. Et tranquillement, ça va être une prise de conscience que nous aussi, les personnes qui sont membres de l'entourage, on peut avoir besoin d'aide. Pour être en mesure d'aider déjà, il faut être en mesure d'être en pleine capacité ou en plein contrôle de ses moyens et de ses capacités. Si nous-mêmes, on est déjà dans un état de crise, mais ça va être important de prendre le temps de se calmer, de prendre le temps de se déposer d'abord. C'est vraiment l'étape numéro 1 pour être en mesure d'aider l'autre. C'est comme les turbulences quand on va être en avion. Donc, si jamais il y a les masques qui tombent, je suis dans l'obligation de mettre mon masque à moi avant d'être en mesure et même d'avoir la capacité de pouvoir aider les autres à mettre leur masque. Et je pense que pour les membres de l'entourage, c'est un peu la même chose. C'est qu'on voit les masques tomber et on a le réflexe naturel d'aller mettre le masque de notre proche parce qu'il semble ne pas respirer, il semble être dans une situation très difficile et on s'oublie soi-même. Et c'est pas grave, c'est vraiment quelque chose qui est naturel, qui est normal de s'aider quand c'est un état de crise. D'où l'importance d'appeler et de prendre le temps de se déposer pour voir est-ce que je suis en état de crise ou pas. Donc déjà, de commencer à savoir si soi-même, est-ce qu'on est en état de crise ou pas. Une fois qu'on est en état de crise, là, ça va être de se calmer, d'utiliser nos moyens habituels. Ça peut être des fois d'arriver avec des éléments de base comme cuisiner, manger, boire de l'eau, respirer, prendre un bain. Est-ce que j'ai assez dormi? Donc, c'est vraiment des éléments de base. Après ça, c'est d'aller chercher plus le soutien. Donc, si la personne, elle est isolée, là, on va y aller en gradation. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour cette personne de créer des nouveaux liens? Est-ce qu'elle a des personnes autour d'elle qui sont importantes et qui peuvent être un soutien? Est-ce qu'il y a des lignes, des ressources autour d'elle qu'elle peut utiliser qui vont lui permettre de ne pas s'isoler? Puis, de tranquillement aller
vers des choses plus larges où maintenant tous mes besoins sont comblés, etc. Qu'est-ce que je vais faire, par exemple, pour le maintenir dans le temps? Des fois, c'est facile de prendre soin de soi quand tout va bien, mais maintenant, quand il y a un moment de crise, ça va être de se préparer son plan de sécurité, de se dire, bon, il faut que je me rappelle, c'était quoi mon petit plan de sécurité? Première chose, respirer, manger, puis on revient à la base, puis tranquillement, on retrouve là un état d'équilibre. Aller chercher de l'aide, ça va être l'étape la plus importante. Donc, pour faire en sorte d'outiller les membres de l'entourage à peut-être mieux soutenir, ça va être beaucoup du cas par cas, de voir aussi ce membre de l'entourage, est-ce qu'il est prêt à mettre une limite? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est « tu mets pas tes limites, faut que tu arrêtes de lui donner de l'argent, faut que tu arrêtes de lui payer sa ligne téléphonique. » Mais d'un autre côté, ces personnes-là vont vivre beaucoup de culpabilité à ne pas le faire, de se dire « moi, c'est mon rôle, si je ne l'aide pas de cette façon-là, comment je vais l'aider? » Et c'est un changement qui se fait plus en profondeur. Donc, des fois, c'est des petits moments de dire, OK, si je fais le choix de continuer à lui faire son épicerie, est-ce que je ne mettrais pas, par exemple, une exigence qui est, on va le faire ensemble et donc plus se concentrer sur le lien qu'on peut favoriser ensemble que sur le moyen monétaire en soi. Après, c'est tout un cheminement pour le membre de l'entourage. On n'y va pas de façon frontale sur la consommation. Parce que si on se concentre que sur la consommation, c'est comme la béquille. Si je te dis, il faut plus que tu utilises ta béquille, il va nier en bloc. Non, c'est pas un problème, j'en ai besoin, voilà. Donc, on va plutôt se concentrer sur les faits concrets, de voir c'est quoi l'impact que cette personne va avoir. Par exemple, si la personne en consommant, elle va moins voir sa famille, mais là, on peut se concentrer sur le temps de qualité passé en famille. Je vois qu'on arrive de moins en moins à passer du temps ensemble. Si, par exemple, c'est au niveau du travail, elle vient d'avoir une perte au niveau du travail, c'est vraiment d'y aller avec la problématique connexe qui va être la plus proche, la plus facilement abordable pour être en mesure de le faire rentrer au moins dans un service. Si c'est un service psychosocial, c'est pas grave. On va parler de travail, on va parler de relations amoureuses, on va parler de famille, on va parler d'autres choses. On peut parler d'alimentation même. Mais l'important, c'est d'y aller avec un sujet où on sent que la personne va tolérer. Et de toute façon, une fois qu'elle va rentrer dans un service, à un moment donné, la question va revenir, puis on va finir par revenir à la source même. Après ça, ça va être la responsabilité du professionnel d'aller l'orienter vers un autre service. Même nous, des fois, sur les lignes, on peut le voir, des personnes ne vont pas nous appeler. Leur principal enjeu n'est pas la consommation. Ça se peut que ce soit une relation amoureuse. Nous, on va quand même prendre le temps d'évaluer son besoin, de voir est-ce que la consommation, elle est réellement problématique ou est-ce qu'il y a un autre problème qui va être plus important. Et là, de se concentrer sur l'autre problème s'il y a un effet domino. Donc, dans tous les cas, on va commencer par la problématique qui est la moins conflictuelle, avec la problématique qui va le moins braquer notre proche et tranquillement, pas vite, l'orienter ou conseiller, par exemple, un soutien. Tu sais, ça peut être important que tu en parles, etc. Et de laisser la responsabilité au professionnel d'aller identifier la réelle problématique. Une fois que le professionnel, lui, va avoir peut-être la délicatesse ou l'habilité de pouvoir tranquillement l'orienter ou sortir le problème de consommation, mais ils vont naturellement l'orienter vers nous et après ça, c'est un travail d'équipe. Donc, une fois qu'ils vont avoir un premier appel, des fois, ça se fait même juste pour une référence, juste pour comprendre c'est quoi drogue à des références. Et une fois qu'ils vont juste avoir cette explication-là, on vient déjà de créer un filet de sécurité et tranquillement, quand il va rappeler sur les lignes quelquefois, peut-être que là, on va ouvrir la porte à avoir un suivi en dépendance. Allez, est-ce qu'une maison de thérapie en interne, finalement, ça serait ça qui serait approprié? Et donc, on y va vraiment de façon plus délicate. Donc, peu importe le service d'aide, tant qu'il y a un professionnel au bout qui va être en mesure d'aller rediriger vers le bon service, on a déjà gagné dans la situation. En fonction d'où la personne elle se trouve dans son cheminement, il va y avoir plusieurs stratégies qu'on va utiliser pour tranquillement amener la personne à consulter. Ce que moi, personnellement, j'observe, c'est les principaux freins à la demande d'aide, ça va être beaucoup la stigmatisation.
et ça va être la honte et la culpabilité. Donc, à partir du moment où est-ce que la personne prend cette opportunité juste d'en parler, ben, il y a déjà une possibilité d'identifier qu'est-ce qui bloque. Et une fois qu'on l'identifie, ben, tranquillement, on va être en mesure d'aller débloquer la situation. Peut-être que pour cette personne, elle avait besoin d'être rassurée et de normaliser son cheminement. Parce qu'on est dans une société actuellement où est-ce que ce n'est pas encore reconnu. On ne voit pas que les membres de l'entourage ont une charge supplémentaire. Si on regarde au niveau de la santé mentale, quelqu'un qui va vivre une démence, les membres de l'entourage sont légalement reconnus. On va parler de père aidant, proche père aidant. Et donc, qu'ils ont la légitimité d'avoir cette place-là, c'est plus facile d'aller chercher de l'aide. Pour la consommation, on est un petit peu loin encore. On ne reconnaît pas qu'un membre de l'entourage a ce besoin-là. Donc déjà, la personne, elle va avoir de la difficulté à se légitimiser. Mais malheureusement, elle va devoir subir peut-être des deuils, elle va devoir subir des situations traumatisantes. Et toutes ces mini-situations, on va les banaliser un petit peu, de dire c'est normal pour une maman, c'est normal pour un papa, c'est normal pour un conjoint, pour un ami, pour un collègue de travail d'accompagner une personne qui va avoir besoin de soins. Mais on ne va pas réaliser l'impact réel que ça va avoir sur nous. Et donc, j'ai vraiment envie de dire que la souffrance qu'ils vivent, elle est normale et elle est réelle et que leur place, elle est légitime pour avoir de l'aide et ils peuvent partager ce poids-là avec quelqu'un et ne pas rester seuls avec tout ça. Aujourd'hui, on remarque en fait, depuis la crise du Covid, il y a eu une augmentation des enjeux de santé mentale et on observe les services qui débordent. On n'est pas en mesure de contenir juste les difficultés pour les consommateurs. Et donc, les membres de l'entourage vont passer en second plan pour à peu près tous les services, que ce soit au privé ou que ce soit au public, ce qui fait qu'on est très limité. En plus, ce n'est pas encore vraiment reconnu au niveau gouvernemental, donc il n'y a pas beaucoup de fonds qui sont libérés pour être en mesure de créer les services. Nous, on a ouvert récemment le service de soutien ensemble. Justement, le projet était principalement pour soutenir ces personnes-là. Et on voit qu'à partir du moment où est-ce qu'on ouvre une place disponible, elle va être remplie en même pas 24 heures, 48 heures. La demande, elle est là. Donc, c'est né vraiment de l'idée d'avoir une continuité de service. Ce qu'on observe, c'est qu'une personne qui va demander de l'aide, elle va avoir assez de courage peut-être pour le faire une fois. Ça ne veut pas dire que ça va se maintenir dans le temps. Et donc, une fois qu'on rentre dans les listes d'attente, après 2-3 semaines, la personne, ça cogite beaucoup, l'état de crise, il est passé, ne ressent plus le besoin d'avoir ce soutien-là et pourtant, le besoin, il est là. Donc, cette proximité-là, on voit en tout cas que ça aide beaucoup au niveau du lien thérapeutique. On a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de remerciements. C'est sûr que dans d'autres situations, c'est pas tout le temps rose non plus, où est-ce que la personne va nous quitter dans le suivi, le proche, il est encore dans une situation très délicate, etc. Mais on voit que le membre de l'entourage a peut-être un peu plus de confiance à gérer les situations futures ou qu'il a un gain de confiance en ses propres capacités. Des fois, on va avoir aussi des gens on va pas forcément avoir de retour et qui, pour eux, ont besoin de faire leur propre cheminement et de revenir et ils vont parfois redemander après certaines réflexions. Des fois, dans le suivi, ça se peut que ça s'interrompt assez subitement. C'est des personnes qui vivent dans un contexte qui est chaotique où est-ce qu'il peut y avoir des crises souvent. Donc, ça se peut qu'un suivi n'aboutisse pas non plus jusqu'à la fin. Ça, pour un intervenant, ça va être un peu frustrant. Mais je pense que ça montre aussi une belle opportunité de travailler certaines choses peut-être avant de revenir et de pouvoir compléter. Mais dans tous les cas, ce qu'on reçoit, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de remerciements et beaucoup de gratitude. Vous écoutiez Précontemplation, un balado présenté par Drogue et des références. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe par téléphone au 1-800-265-2626 ou par clavardage au aiddrogue.ca.